Je pense que lorsqu'on parle de l'Europe et de son action diplomatique, il faut d'abord se rappeler que l'Union européenne n'est pas un acteur unitaire, mais qu'il y a 28 États membres qui défendent traditionnellement des positions très différentes vis-à-vis de l'espace post-soviétique. Il y a d'abord des États tels que les États baltes ou encore la Pologne, qui, de par le passé, adoptent des positions critiques vis-à-vis de la Russie et donc de sa volonté de dominer cet espace post-soviétique. Quand je dis par rapport au passé, il faut rappeler que les États baltes ont été occupés par l'URSS en 1940 et que la Pologne a été intégrée de force dans ce bloc communiste aussi au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également la Suède qui se montre très active dans l'espace post-soviétique et qui propose un certain nombre d'initiatives donc en direction de ces États post-soviétiques. Si on prend l'exemple du partenariat oriental, donc cette offre de coopération proposée par l'Union européenne à 6 États post-soviétiques, c'est la Pologne et la Suède qui étaient derrière donc ce partenariat oriental. Et ensuite nous avons des États de la vieille Europe qui, en raison de leurs liens traditionnels, liens économiques, culturels, historiques, ont tendance plutôt à entériner des rapports de force favorables à la Russie. Et quand je parle des États de cette vieille Europe, il y a donc la France, il y a l'Allemagne, mais il y a aussi la Grande-Bretagne qui a des liens extrêmement économiques, des liens économiques importants avec la Russie. Et on peut prendre juste l'exemple du conflit russo-géorgien de 2008, où la médiation de la France était certes importante, mais elle a permis aussi de ratifier un rapport de force très favorable à la Russie. Et donc je pense que la position de l'Europe et son action diplomatique à l'égard de l'Ukraine est déjà la résultante donc, de ces diverses positions. Ensuite, si on reprend point par point les positions défendues de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine, on peut dire que avant la signature de l'accord d'association, cette position souffrait de deux faiblesses. D'abord, il y a eu une sorte d'erreur d'anticipation au sujet des réactions que la Russie pouvait avoir face à la perspective de signature de cet accord d'association. Puisque la Russie a introduit des mesures commerciales extrêmement dures à l'encontre, contre les produits ukrainiens et les importations ukrainiennes en Russie. Et à cet égard, il n'y a pas eu de réaction finalement de la part de l'Union européenne. Et la deuxième faiblesse, c'est les moyens proposés, puisque la signature de cet accord d'association, et notamment l'accord sur la création d'une zone de libre-échange, demandait à l'Ukraine des efforts très importants pour mettre aux normes ses différents appareils productifs et ses standards techniques, des efforts importants et donc demandant des financements conséquents également. Or, l'offre financière de l'Union européenne était relativement faible et dans ces circonstances, le président Yanukovych a choisi l'offre russe qui lui a semblé beaucoup plus attractive. Ensuite, si on regarde la position de l'Europe au moment même de la mobilisation, donc les presque 3 mois et demi de la mobilisation, certes, l'Union européenne a joué en tant que médiateur et a cherché à amener à une table des négociations et à un compromis l'opposition et les autorités, mais dans le même temps, on a eu des fois l'impression d'une profonde incompréhension de ce qui se passait sur le terrain, des rapports de force sur le terrain et des aspirations des Ukrainiens. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est cette question des sanctions. Les acteurs de l'opposition demandaient depuis le début de la mobilisation l'application des sanctions économiques à l'encontre du président Yanukovych et de ses proches. Et l'Union européenne s'est montrée très réticente à appliquer ces sanctions, à la fois donc économiques, mais aussi peut-être des sanctions telles que l'interdiction de visa, l'interdiction de séjour dans l'Union européenne. Et ce n'est qu'après le renversement du régime que l'Union européenne a adopté en effet des sanctions économiques avec le gel des avoirs de 18 personnalités, donc du président Yanukovych, de ses 2 fils et d'un certain nombre de leurs proches également. Ensuite, deuxième exemple, au moment où l'accord entre le pouvoir et les autorités avait été négocié, donc le 21 février, après déjà un grand nombre de morts, et on sait qu'aujourd'hui il y a à peu près 105 morts, 105 victimes à la suite des affrontements, et comme résultat aussi de l'ordre donné par les autorités de tirer sur les manifestants, l'Union européenne a proposé la solution suivante, donc, qui consistait à revenir à la Constitution de 2004, mais dans le même temps de permettre au président Yanukovych donc, de rester en place jusqu'en décembre 2014, puisque les élections anticipées devaient avoir lieu au plus tard décembre 2014. Or, ce sursis accordé à Yanukovych était totalement inacceptable pour les manifestants, surtout au lendemain donc,
de cette journée sanglante du 20 février quand les snipers avaient tiré sur les manifestants. Et donc on voit aussi un décalage dans la perception donc, de ce qui se passait sur le terrain. Et quant à la situation d'aujourd'hui, on voit que l'Union européenne est très active sur le plan économique. L'Union européenne et les États-Unis d'ailleurs, puisque on parle d'un certain nombre de soutiens, d'assistance financière qui va être accordée à l'Ukraine par les États-Unis, par l'Union européenne elle-même, par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, mais aussi par le Fonds monétaire international. Et pour ce qui est de l'action politique, et la réaction politique, à mon sens, elle reste trop mesurée par rapport à l'ampleur de l'agression russe et de la présence des forces militaires russes en Crimée. Les États membres de l'Union européenne, ceux qui font partie du G8, ont annoncé qu'ils n'allaient pas participer à cet événement. L'Union européenne a aussi suspendu ce processus de négociation concernant l'assouplissement du régime des visas entre l'UE et la Russie, mais elle est toujours hésitante en ce qui concerne les sanctions économiques, toujours hésitante à toucher les intérêts économiques des responsables russes, alors qu'il faut clairement poser les limites aujourd'hui, puisque la Russie a créé un précédent, donc avec cette intervention militaire en Crimée, précédent très négatif, donc au nom de cette responsabilité de protéger des populations russophones. Il faut rappeler d'abord que la Crimée n'a été administrativement rattachée à l'Ukraine qu'en 1954, donc suite à la décision de Nikita Khrouchtchev, et que la Crimée est aujourd'hui un territoire où vivent trois types de populations. D'abord les populations d'origine russe, et d'après un recensement du début des années 2000, elles représenteraient jusqu'à 58% donc, de l'ensemble des populations de la Crimée. Ensuite, il y a à peu près 24% d'Ukrainiens, et surtout il y a des Tatars de Crimée, entre 12 et 14%. Ces Tatars de Crimée qui constituent la véritable population autochtone, puisque la Crimée n'a été reprise par l'Empire russe à l'Empire ottoman qu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ces Tatars de Crimée ont été d'ailleurs victimes des politiques répressives mises en place par l'URSS, puisqu'ils avaient été déportés entre le 18 et le 20 mai 1944, officiellement pour cause de collaboration avec l'Allemagne nazie. Et à la différence des autres peuples déportés, tels que par exemple les Tchétchènes, les Tatars n'ont jamais eu le droit de rentrer chez eux pendant l'URSS. Et ce n'est qu'à partir de 1989, donc à la fin de l'Union soviétique, qu'ils ont pu revenir et s'installer en Crimée. La Russie utilise aujourd'hui cet argument donc de la nécessité de protéger les populations russes et donc russophones contre la menace qui renvoie pour Moscou donc à ce coup d'État, ce qu'elle considère être un coup d'État réalisé à Kiev par les forces ultranationalistes. Et ces ultranationalistes donc menaceraient notamment les droits linguistiques de ces populations russophones. À cet égard, il faut faire juste une petite peut-être précision. En effet, le nouveau pouvoir ukrainien, à la fin du mois de février, a abrogé une loi sur les langues régionales, adoptée en 2012 à l'initiative du Parti des régions. Et cette loi permettait donc à des populations dans les différentes régions d'accorder à une langue spécifique, il y avait une liste de 18 langues en fait, qui pouvaient se voir accorder donc ce statut de deuxième langue officielle dans la région. Et à peu près dans 13 territoires ukrainiens, le russe avait fait bénéficier donc de ce statut de deuxième langue officielle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Crimée, cette loi de 2012 n'a jamais été mise en application. Et c'est le Parlement de Crimée qui a lui-même bloqué donc, cette implémentation de la loi sur les langues régionales. Pourquoi ? Puisque le Parlement avait peur de devoir accorder non seulement aux Russes le statut donc, de deuxième langue régionale, mais également aux Tatars. Puisque donc, il y a plus de 10%, les Tatars représentent plus de 10% de la population, et donc ils tombaient sous les dispositions de cette loi sur les langues régionales. Donc, loi qui n'a jamais été appliquée. Or, la menace qui peserait, d'après Moscou, sur les populations est associée à l'abrogation de cette loi. Loi certes abrogée, mais elle est suspendue. L'abrogation est elle-même suspendue par le nouveau pouvoir qui s'est rendu compte de l'impact négatif donc, de cette loi. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument en lien avec la position russe, c'est la question de la flotte de la mer Noire, qui est stationnée donc, dans le port de Sébastopol, mais aussi dans d'autres
dans d'autres localités en Crimée. Et les conditions de ce stationnement sont réglementées par le traité de 1997 signé entre l'Ukraine et la Russie. Ce traité a été prolongé en 2010 par le président Yanukovych, ce qui fait que ce stationnement va courir maintenant jusqu'en 2042. Et le pouvoir russe pouvait éventuellement avoir peur concernant donc la volonté du nouveau pouvoir à Kiev, éventuellement de revenir sur l'accord de 2012 et donc sur les conditions de stationnement de la flotte de la mer Noire, la flotte russe de la mer Noire. Mais à mon sens, ni la protection des populations russophones contre des menaces inexistantes, ni la question de la flotte ne sont pas les principaux mobiles de cette intervention militaire de la Russie en Crimée. Je l'interprétais plutôt comme une sorte de revanche, une volonté de déstabiliser le nouveau pouvoir à Kiev, qui est considéré comme totalement illégitime. Et à cet égard, la Russie pense agir de manière tout à fait symétrique. Donc son objectif, c'est de transformer la Crimée en une zone de non-droit, et on voit qu'elle l'est devenue aujourd'hui avec les attaques contre les journalistes par exemple, ou encore contre ceux qui osent exprimer leur loyauté à l'égard de l'Ukraine et non pas à l'égard de la Russie, et utiliser éventuellement la Crimée ensuite comme une base pour continuer ce travail de sape et de déstabilisation dans l'Est et du Sud, voire même à terme pour mener une sorte de contre-révolution à Kiev. Suite à cette intervention militaire donc des troupes russes en Crimée, il y a une grande incertitude qui pèse sur l'évolution des événements en Ukraine. Mais si on se situe au plan des processus politiques et économiques d'ailleurs internes, on peut voir 4 grands défis que l'Ukraine doit relever. D'abord, c'est le défi économique, défi du redressement économique, puisque le nouveau gouvernement donc d'Arseniy Yatsenyuk a hérité des caisses d'État vides et d'une situation économique désastreuse. Ce gouvernement a été donc obligé de décréter une cure d'austérité et donc des coupes budgétaires pour les différents secteurs, notamment l'enseignement, la médecine. Et l'assistance d'ailleurs financière promise par les puissances occidentales, elle est aussi conditionnée donc, par un certain nombre de mesures économiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur le niveau de vie des populations, notamment d'évaluation de la hryvnia ou l'augmentation des tarifs d'énergie. Des mesures certes nécessaires, mais qui peuvent provoquer aussi donc, le mécontentement social dans les différentes régions ukrainiennes. Et donc à cet égard, c'est un grand défi à relever, à la fois mener des réformes, mais éviter une crise sociale. Le deuxième défi, c'est l'organisation de ce scrutin présidentiel qui est fixé au 25 mai. La configuration des candidatures est encore en train de se dessiner, de se préciser, puisque l'enregistrement officiel des candidatures est ouvert jusqu'au 30 mars. Mais on sait déjà, et c'est plus ou moins sûr, que l'ancienne opposition ne présentera pas une candidature unique. On a déjà au moins 3 noms donc, de candidats potentiels. D'abord Yulia Tymoshenko, sortie de prison, qui s'est proclamée candidate. Ensuite Vitaly Klitschko, également, donc leader du parti Oudar, qui a été aux premières lignes au moment de la mobilisation. Et également Petro Poroshenko, député, mais aussi riche homme d'affaires, propriétaire de la chocolaterie Rochen, qui a beaucoup souffert de ces sanctions économiques au mois d'août 2013, puisque ces chocolats avaient été interdits d'importation en Russie. Et Poroshenko a toujours apporté son soutien à la perspective européenne de l'Ukraine, d'où d'ailleurs les sanctions donc, qui avaient touché ces produits. Donc du côté des forces de l'ancienne opposition, il y a ces 3 candidats-là. On peut penser aussi que le Parti des régions, qui est en train de réfléchir à un changement de label, va essayer quand même également de présenter son propre candidat et de rassembler son électorat au sud et à l'est de l'Ukraine. Et le nom de candidat potentiel, c'est le nom de Sergei Tygipko. Il faut juste rappeler qu'en 2010, il est arrivé en 3e position. Aux élections présidentielles de 2010, il est arrivé en 3e position, avec 13% de voix. Donc on peut penser qu'à cet égard, il a aussi de bonnes perspectives devant lui, surtout s'il n'y a pas d'autres candidats pour représenter ces régions du sud et de l'est. Ensuite, le 3e défi à relever concerne le renouvellement des pratiques politiques en Ukraine, puisque cette mobilisation, elle s'est organisée donc autour de la dénonciation de la corruption ambiante autour de la famille Yanukovych, ou encore corruption
extrêmement importante dans les tribunaux ou dans la police. Et donc toute une réflexion s'est engagée sur comment assainir les pratiques politiques. Et l'une des solutions proposées, c'est ce qu'on appelle la lustration, mettre en place des politiques de lustration, c'est-à-dire interdire l'exercice d'un certain nombre de fonctions à des officiels qui s'étaient compromis et qui sont responsables donc des faits de corruption, ou de manière plus large aussi, qui sont responsables puisqu'ils avaient appliqué donc des ordres criminels donnés par le régime, notamment l'ordre de tirer sur les manifestants, ou puisqu'ils sont impliqués dans les poursuites criminelles qui avaient été engagées contre les protestataires, donc surtout les 2 mois et demi premiers de la mobilisation. Le défi, pour ce qui concerne la lustration, est le suivant. Il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur la manière de définir cette lustration, combien de personnes elle va concerner, quels sont les postes qui vont être protégés, donc interdits à ces anciens officiels ou ces anciens juges. Ensuite, on ne sait pas aussi s'il y a une vraie volonté politique pour mener ces politiques de lustration, puisque ce que le nouveau pouvoir montre, le nouveau pouvoir qui est faible, qui est obligé notamment de s'allier avec les oligarques, 2 d'entre eux avaient été désignés comme chefs des administrations d'État dans les régions de Donetsk et Dniepropetrovsk, puisqu'il s'agit d'acteurs qui contrôlent en effet les ressorts économiques et même politiques dans ces régions, et donc le nouveau pouvoir se voit obligé de s'appuyer sur eux pour contrôler ces régions. Mais il s'agit quand même de l'ancienne pratique, alors que l'une des propositions, l'un des objectifs de l'illustration, c'est peut-être de dissocier les milieux économiques et le milieu politique. Cette imbrication des deux étant l'une des principales causes également de la corruption. Donc à cet égard, la question de la volonté de mener jusqu'à bout ces politiques de lustration se pose également. Et enfin, le 3e défi, c'est toute cette réflexion qui s'est engagée sur la forme à donner à la participation citoyenne sur le Maïdan. J'ai déjà parlé donc d'une sorte de répartition de travail spontanée qui s'est mise en place entre les leaders politiques qui étaient en charge de la politique institutionnelle et des négociations avec le régime et avec le président Yanukovych. Ils disposaient à cet égard d'un mandat, le mandat que les protestataires leur avaient accordé, mais ce mandat n'était jamais inconditionnel. Puisque le Maïdan avait son mot à dire. Et on l'a vu à plusieurs reprises, le Maïdan essayait de peser sur le cours des négociations, de signifier aux leaders politiques que certaines concessions n'étaient absolument pas acceptables. Et donc il y a une réflexion qui s'est engagée sur la manière de perpétuer ces formes de contrôle citoyen, de vigilance citoyenne, voire même de dénonciation citoyenne. Est-ce que le Maïdan peut continuer donc sous cette forme de vitch, de rassemblement qui apporterait ces corrections à la politique mise en place par les hommes et les femmes politiques? Est-ce que les initiatives qui avaient vu le jour sur le Maïdan, est-ce qu'elles peuvent se transformer en associations qui rempliront ce contrôle aussi donc, de vigilance ou de dénonciation citoyenne? Et certains acteurs associatifs qui avaient déjà accompli cette fonction donc de contrôle, pense aussi à entrer en politique, éventuellement pour peser donc sur les décisions et pour contribuer au renouvellement à la fois des pratiques politiques, mais aussi du personnel politique. Donc il y a 4 grands défis à relever, mais je pense que le contexte international, et notamment cette intervention militaire de la Russie, pour le moment en Crimée, mais on ne sait pas où il est à la limite, peuvent remettre en cause aussi donc, toutes ces réflexions en termes de transformation engagées en Ukraine.